Nouvel an 1945. En Belgique, une base américaine baptisée Y-29 fait l'objet d'un assaut aérien allemand de grande envergure. C'est l'offensive de la dernière chance pour la Luftwaffe qui veut briser la suprématie alliée dans le ciel européen. Envolez-vous aux côtés des P-51 Mustang et des P-47 Thunderbolt qui décollent pour défendre le terrain fraîchement reconquis au cours d'une bataille qui va entrer dans l'histoire. Participez au combat, disséquez les tactiques et revivez ces duels aériens avec les ailes de la guerre. « 1er janvier 1945, 8h30 du matin. Sur la plaine enneigée qui entoure Aass, en Belgique, seuls quelques terrils percent l'horizon comme autant de pyramides couleur gris ardoise. C'est au milieu de cette immensité que se trouve la base aérienne américaine avancée Y-29. À l'extrémité nord de l'aérodrome, des P-47 Thunderbolt du 366e groupe de chasse s'apprêtent à décoller pour une mission d'appui aérien au-dessus des Ardennes. On avait fêté le Nouvel An comme il se devait et j'avais un peu la gueule de bois. Donc, on peut dire que ce sont 8 gars un peu vaseux qui ont décollé ce matin-là. Au sud de l'aérodrome, des P-51 Mustang au nez bleu appartenant au 352e groupe de chasse attendent sur le chemin de roulement, moteur au ralenti. Le chef d'escadrille, le lieutenant-colonel J.C. Meyer, se bat pour obtenir la permission de sortir en patrouille. Mais le commandement de la 9e Air Force la lui refuse. Il devait y avoir plus tard une mission d'escorte importante. Et la 9e Air Force voulait que les chasseurs restent au sol, afin d'y participer. Jesse a dit, si on s'installait dans nos avions, qu'on allait en bout de piste et qu'on attendait au cas où. Et ce matin-là, le pressentiment de J.C. Meyer va s'avérer fondé. En effet, au même instant, de l'autre côté du front, une flotte de plus de 850 avions, des Focke-Wulf 190 et des Messerschmitt Bf 109 s'apprête à s'abattre sur les Alliés. Cette attaque surprise a pour but de briser d'un seul coup le carcan de la supériorité aérienne alliée. Divisés en formations comprenant chacune une soixantaine d'appareils, les Allemands vont frapper 17 aérodromes alliés aux Pays-Bas, en Belgique et en France, afin de détruire au sol autant d'avions que possible. Cette opération a été baptisée Bodenplatte. Bodenplatte signifie socle. Les Allemands voulaient réduire en bouillie l'aviation alliée sur leurs bottes à clous. Et ils savaient que les Américains et les Britanniques frimaient pas mal à cette époque. Pour le Nouvel An, ils allaient faire la fête. Ils seraient donc tous ivres. Mais Bodenplatte commence mal. Pour assurer le secret de l'opération, la DCA allemande, la Flak, n'a pas été informée de l'assaut. Quand la DCA allemande repérait une grosse flotte, elle pensait qu'il s'agissait d'alliés. Donc elle se mettait à tirer. Et quand la DCA a vu tous ces avions arriver, c'est ce qu'elle a fait. Un quart des effectifs de Bodenplatte est décimé par la DCA allemande. Mais les pilotes poursuivent leur route. Parmi les nombreux escadrons mobilisés ce jour-là se trouve le Jagdgeschwader 11, un escadron de chasse comprenant 40 FW-190 et 24 Bf-109.
À 30 000 nautiques au nord-est d'As, environ 55 km, ces appareils bifurquent vers le sud en direction d'Y29. À 9h15, 8 Thunderbolts décollent de cette base aérienne sous le commandement du capitaine Lowell Smith. Ce dernier est le chef de patrouille de la première escadrille de 4 appareils. Les P-47, surnommés Jug, volent en formation en direction de l'Est. Alors que les pilotes se préparent pour le trajet qui va les mener au front, le lieutenant Jack Kennedy repère des tirs de DCA au nord, au-dessus de l'aérodrome britannique Y-32. C'est sûrement la première indication qui permet aux pilotes de savoir qu'il y a des Allemands dans le coin. Puis, la voix d'un autre pilote de Jug, le lieutenant Mel Paisley, se fait entendre à la radio. Avion ennemi à 2 heures à basse altitude. Je pense qu'aucun d'entre nous n'avait encore vu d'avion allemand en vol. Il y en avait un sacré paquet. Mais on avait tellement envie d'attaquer qu'on s'est dit que ça n'avait pas d'importance. Les Américains larguent leurs bombes et se préparent à attaquer. On les a pris par surprise. J'ai lu certains rapports allemands qui disaient « On ne s'y attendait pas. D'où venaient ces Thunderbolts ?» Mel Paisley est le premier à faire couler le sang. Il a pris l'initiative et il a plongé pour affronter le premier Allemand presque face à face. Le chasseur allemand s'est séparé de sa formation et s'est enfui vers l'est de l'aérodrome. Mais cette manœuvre ne marche pas. Derrière Mel Paisley, Lowell Smith se jette au milieu du chaos. Il attaque un FW-190 par au-dessus. Une rafale bien ajustée envoie ce deuxième ennemi au tapis. Au même moment, Bob Brule repère un FW-190 au ras du sol. L'Américain bascule et il se place juste derrière son adversaire. J'ai failli percuter le sol à cause de ces remous d'hélice. J'ai eu peur. L'Allemand est tellement au ras du sol que l'Américain ne peut pas pointer ses canons assez bas. Mais Bob Brule, comme beaucoup de jeunes pilotes, a la gâchette facile et il tire quand même. On n'avait de quoi tirer que pendant 20 secondes. Donc, même si on faisait... Au bout de 10 fois, on avait consommé la moitié de nos munitions. Pendant que Bob Brule course le FW-190, les combats circulaires se multiplient. Aux commandes d'un P-47, Jack Kennedy fond sur un Focke-Wulf. Il racontait qu'il s'était tellement approché de l'Allemand que sa silhouette remplissait son collimateur. Il avait peu de temps à sa disposition et il a tiré une rafale courte qui a fait mouche. Mais à ce moment-là, lui-même a été touché par derrière. Les tirs des canons et des mitrailleuses de 2 Messerschmitt Bf 109 transpercent le Jug de Jack Kennedy et son aile droite prend feu. Il a détaché ses sangles d'épaule pensant qu'il allait devoir s'éjecter. Mais comme le flanc droit de son Thunderbolt était en flammes, plutôt que de sauter en parachute à basse altitude, il est resté à bord.
Jack Kennedy se dirige vers les terrils au nord-est d'Y-29 dans l'espoir de semer les Bf-109. Mais les Allemands tiennent bon. Jack Kennedy et les autres pilotes de Thunderbolt ont besoin d'aide. Les P-47 ont engagé la formation allemande à 6,5 km au nord d'Y-29. La cavalerie, 12 P-51 Mustang du 352e groupe de chasse, attend sur la piste de la base aérienne. La 9e Air Force lui refuse toujours l'autorisation de décoller, mais Jesse Meyer, en chef charismatique doublé d'un tacticien émérite, reste aux aguets. Jesse Meyer était un sacré bonhomme, et je l'aurais suivi jusqu'en enfer. À 9h20, Jesse Meyer repère des tirs de DC au nord. C'est la seule confirmation dont il a besoin. Il a dit « on y va ». Je l'ai regardé et je me suis dit « on aura droit soit à une médaille, soit à un procès si on décolle sans autorisation ». Les Mustangs roulent sur la piste et accélèrent jusqu'à la vitesse de décollage de 145 km/h. Jesse Meyer s'envole. Immédiatement, il repère un FW-190. Un des grands moments de la guerre, c'est lorsque Jesse Meyer relève son train d'atterrissage et qu'il se retrouve nez à nez avec un Focke-Wulf 190. Il oublie aussitôt ses roues pour viser l'avion allemand et il appuie sur le bouton. Le FW-190 s'enflamme et tombe droit sur les Mustangs qui sont en train de décoller. La victime de Jesse Meyer s'écrase juste devant le lieutenant Sanford Motes qui parvient à éviter l'accident. Très rapidement, les autres salauds de Bodny au nez bleu, comme on les surnomme, décollent à leur tour. Comme disait le général Kepner, le 352e était un groupe qui n'avait aucun rival. La frénésie des premiers instants du combat cède la place à une bataille de grande ampleur juste au-dessus de la cime des arbres entourant Y-29. Un des plus grands combats aériens de l'histoire vient de commencer. Il est 9h20 lorsque les pilotes du 352e groupe de chasse, les salauds de Bodny, s'envolent au-dessus d'Y-29. Le lieutenant Ray Lidgey et son ailier Alden Rigby s'éloignent rapidement de l'aérodrome. Soudain, Alden Rigby repère un FW-190 qui se place dans la queue de son chef de patrouille. Aussitôt, instinctivement, il fait un break à gauche. Si Ray Lidgey vire à gauche et que le FW-190 le suit, Alden Rigby pourra facilement ouvrir le feu sur l'Allemand. Donc j'ai dit à Lidgey, break à gauche. Je ne sais pas quel ton j'ai utilisé, mais il s'est exécuté. Et le Focke-Wulf 190 était juste dans sa queue. Le piège fonctionne à merveille. J'ai vu des impacts de la queue au poste de pilotage. L'avion s'est retourné et il s'est écrasé. J'ai perdu de vue Lidgey en regardant l'autre aller au tapis. Je ne le voyais plus. Et il y avait tellement d'avions que je ne risquais pas de le retrouver. J'étais là, et un Focke-Wulf 190 est passé en dessous de moi, au ras des arbres. Alden Rigby braque son manche à gauche et bascule.
Mais au moment où je l'ai en ligne de mire, je ne vois plus mon collimateur. Il a disparu. L'ampoule a grillé sur un avion flambant neuf. Dès lors, il est presque impossible de tirer avec précision. Je donne des coups de pied dans la commande de gouverne de direction et je mitraille. Chose incroyable, Alden Rigby parvient à faire mouche. Le moteur du FW-190 se met à cracher de la fumée. Et l'avion a tournoyé comme une feuille. L'Américain survole l'épave avant de repartir vers Asse. Pendant ce temps, Sanford Motes et son ailier se jettent dans la bataille. Presque aussitôt, les Mustangs sont noyés sous des tirs de balles traçantes. 2 FW-190 attaquent à grande vitesse. Sanford Motes va utiliser la vitesse des Focke-Wulf à leurs dépens. Avec son ailier, il va ralentir pour obliger les Allemands à les dépasser. J'ai dit à mon ailier de virer à gauche. C'est ce qu'il a fait. L'Allemand qui était à côté de moi m'a dépassé. Et quand je me suis positionné derrière lui, il s'est retrouvé dans mon collimateur. Mais au moment où son adversaire s'abat au sol, Sanford Motes se retrouve avec un Focke-Wulf 190 juste derrière lui. Heureusement, un autre salaud de Bodny, le commandant Bill Halton, a l'Allemand en ligne de mire. Sanford Motes essaie de reprendre de l'altitude pour rejoindre le gros du combat au milieu des terrils. Ça paraît si bizarre de voler si bas en évitant ces petites collines de scories. Mais d'un autre côté, il y avait tellement d'avions au-dessus de nous qu'on était un peu obligé de descendre. À un demi-mille nautique à l'ouest, environ 800 mètres, Bob Brule surplombe une zone enneigée, moteur hurlant, à 380 km/h aux commandes de son P-47. Il est toujours aux trousses de son adversaire qui vole à quelques mètres du sol. L'Américain a tiré rafale sur rafale, mais sans jamais faire mouche. Pour mon premier duel aérien, je n'arrêtais pas de tirer, mais j'ai dû cesser pour simplement le suivre. J'étais juste derrière et un peu au-dessus de lui. Puis j'ai vu une traînée de fumée sortir de son moteur. Immédiatement, j'ai réduit les gaz, car je me suis dit que c'était ce qu'il avait dû faire. Tandis que son adversaire ralentit, Bob Brule s'approche juste à côté de lui. J'étais légèrement au-dessus et j'ai songé à dégainer mon 45 pour lui tirer dessus. C'est vous dire s'il était prêt. Pour ne pas décrocher, le FW-190 doit accélérer. Soudain, le sommet d'un arbre se présente et l'Allemand redresse pour éviter l'obstacle. Quand il a redressé, j'ai pu viser et j'ai tiré une rafale qui a fait mouche. À environ 560 km/h, le FW-190 s'écrase dans la neige. Une boule de feu noire et huileuse jaillit devant Bob Brule. L'avion était couvert de carburant et je ne voyais plus rien. Donc j'ai tiré un peu sur le manche pour être sûr de ne pas m'écraser.
Finalement, le carburant a suffisamment dégouliné du pare-brise pour que je puisse voir à travers. Bob Brule tourne la tête à la recherche d'une nouvelle cible. Un autre FW-190 est apparu devant moi et je me suis lancé à sa poursuite. Il vise et tire une première rafale. Puis, il tire une deuxième fois. Mais à son grand désarroi, il constate que ses canons se taisent. Il n'a plus de munitions. C'est une erreur dramatique. Tandis que Bob Brule passe fiévreusement en revue les options à sa disposition, des boules de feu rougeoyantes passent au-dessus de sa verrière. J'ai regardé derrière moi. Mon Dieu, il y avait un ME-109. L'Allemand tire sur Bob Brule avec son terrible canon de 20 mm. Je virais vers la gauche. On nous avait toujours dit qu'il fallait tourner à droite si on était suivi par un ME-109 car il se comportait médiocrement en virage sur ce côté. Donc j'ai basculé côté droit, puis je me suis dit, puisque je tournais à gauche, autant continuer. Donc j'ai donné un grand coup de drapeau pour rebasculer de l'autre côté. Cette feinte involontaire surprend le Messerschmitt 109 qui perd son avantage. Son tir est trop court pour atteindre le P-47. En me retournant, j'ai vu qu'il me tirait dessus. Il avait 2 mitrailleuses qui faisaient... Et je me suis dit, oh, ça a de l'allure. Je vous jure, c'est ce que je me suis dit. Bob Brule met les gaz et s'octroie un supplément d'énergie. Un mélange eau-méthanol est injecté directement dans les cylindres pour refroidir le moteur suralimenté. Le moteur Pratt & Whitney R2800 hurle sous l'afflux de 300 chevaux supplémentaires. L'adversaire de l'Américain doit pousser son Messerschmitt à la limite de ses capacités. Je le rattrapais. On a dû faire un 360 presque complet et j'allais bientôt pouvoir me caler dans sa queue. Mais l'Allemand lâche le premier et s'éloigne. Bob Brule le laisse partir. Sans munitions, continuer la poursuite ne servirait à rien. L'Américain tire sur son manche et remonte à 200 pieds, environ 60 mètres au-dessus d'Y29. Tous les artilleurs m'ont tiré dessus, mais aucun ne m'a touché. J'ai agité mes ailes. C'était incroyable. Ils nous voyaient tous les jours. On avait des ailes elliptiques et un gros moteur en étoile, mais ils nous tiraient quand même dessus. Ça m'a vraiment énervé. La bataille s'étend alors sur plus de 25 km² de campagne belge. Les Américains ont fait des ravages dans les rangs de la Luftwaffe, mais ils sont encore en infériorité numérique. Et l'affrontement est loin d'être terminé. Au contraire, le combat à l'aplomb d'Y29 s'intensifie. L'enjeu ne pourrait pas être plus important. Cette bataille n'est qu'un combat parmi tous ceux que l'immense offensive allemande a provoqués. Mais si les Alliés s'adjugent la victoire, ils briseront les reins de la Luftwaffe. Sidérés, les soldats au sol observent le déroulement de ce bras de fer. Tout le monde regardait comme si c'était un match de foot.
Descends celui-ci. Whitling est à ses trousses. On les encourageait du mieux qu'on pouvait depuis le sol, mais on assistait à un match mortel. Quand un ME-109 arrive en hurlant, presque sans prévenir, pour mitrailler en rase-motte, Richard Creamer s'abrite derrière un tas de détritus. Quand il est passé, j'étais allongé. J'ai dégainé mon Colt 45, je l'ai armé et j'ai tiré quelques balles. Autant essayer de tuer une mouche avec une carabine à air comprimé. Au-dessus de la base aérienne, le combat atteint son paroxysme et se transforme en épreuve d'endurance éreintante. Les pilotes luttent contre la fatigue, mais ils doivent continuer à se battre avec agressivité tout en économisant leur carburant et leurs munitions. Le lieutenant Alden Rigby se jette à nouveau dans la mêlée. Il repère un P-47 dont l'aile droite est en feu. C'est le lieutenant Jack Kennedy dont le Jug a été durement touché dès le début des hostilités. Malgré l'incendie de son appareil, il a réussi à renverser la situation. Et il s'en prend maintenant au BF-109 qu'il a touché. Je vois ce P-47 tirer sur le 109. Et il touche plusieurs fois la queue. Le 109 vire sur la gauche en remontant, le P-47 passe sur l'extérieur, et moi, comme je suis en dessous, je remonte entre les deux. Alden Rigby tire une rafale. Le pilote allemand est tué sur le coup. Le BF-109 bascule et Jack Kennedy en profite pour dégager et se réfugier dans les nuages. C'est la 3e victoire de la journée pour Alden Rigby. À ce moment-là, Sanford Motes sort de la mêlée et met le cap au sud. Quand j'ai redressé, en arrivant à proximité des terrils, j'ai remarqué un Focke-Wulf 190 qui attaquait la gare de triage d'As, qui se trouvait juste au-dessus de l'aérodrome et des terrils. Sanford Motes fond sur le FW 190. L'Allemand repère tout de suite le danger et commence à se tourner vers Motes. Il a appuyé légèrement à gauche et m'a offert une vue de dessus idéale pour viser. L'Américain vise et fait un tir à 30 degrés, à environ 180 mètres. Mes canons côté droit ont touché l'emplanture de son aile droite. Ceux de gauche, l'emplanture de son aile gauche, et les deux ailes se sont repliées sur sa verrière. Comme un avion de porte-avions. Il s'est mis à tomber tout droit. Il n'a pas tourné, rien. J'ai volé à côté de lui. Il a levé les yeux et il m'a regardé. Il n'avait aucune chance de s'en sortir. Il essayait de faire quelque chose avec ses mains, mais à 400 pieds, c'était peine perdue. Il est tombé comme une pierre. Au nord, juste à l'aplomb de la base, les combats ne semblent pas vouloir diminuer d'intensité. Il y a eu un moment, entre cette victoire et la suivante, où j'ai fait beaucoup d'efforts pour éviter d'être victime d'une collision en plein vol, vu le grand nombre d'avions présents dans un volume aussi réduit. Finalement, j'ai pu me caler derrière l'un d'entre eux et j'ai encore pu faire un tir à 30 degrés. L'Allemand vire violemment, mais Sanford Motes reste derrière lui. Les canons Browning calibre 50 logés dans les ailes du Mustang se mettent à cracher. Le Focke-Wulf tressaute sous les impacts. Tandis que la 3e victoire de Sanford Motes s'abat dans une boule de flammes, le capitaine Henry Stewart, dit Stew, repère un ME-109 et se jette sur lui.
Stu suit l'Allemand comme son ombre, juste au-dessus des arbres, moteur hurlant à 560 km/h. Les deux pilotes encaissent 6G. Les muscles de leur cou se contractent pour maintenir la tête en position. Cette course-poursuite à fort facteur de charge fait chuter la vitesse R des deux appareils. Si Stu ralentit trop, son avion va décrocher. À une altitude aussi basse, c'est la mort assurée. Il actionne la manette des gaz avec précaution, attentif au moindre tressautement de son moteur Merlin. Le premier des deux qui décrochera le paiera de sa vie. Le combat aérien légendaire au-dessus du Y-29 entre dans sa dernière phase. Le lieutenant Henry Stewart continue de contourner le terril à la poursuite du ME-109. Il s'efforce toujours de viser tout en veillant à ne pas décrocher. Voilà la solution qu'il trouve. Plutôt que d'augmenter la puissance, il abaisse ses volets, qui se retrouvent presque à plat au niveau de l'intrados. Comme ça, à puissance équivalente, la portance s'accentue, ce qui lui permet de poursuivre son virage en restant derrière le ME-109 pour lui tirer dessus. Après la troisième révolution autour du terril, Henry Stewart vise. Son doigt appuie sur le bouton, mais rien ne se passe. Il se rend compte que dans l'excitation du combat, lorsqu'il a été secoué dans le poste de pilotage, son genou a touché la sécurité du bouton de tir. D'un coup sec, Stu enlève le capot métallique de la sécurité. Les balles de calibre 50 lacèrent le ME-109. Ensuite, Henry Stewart reprend de l'altitude. Loin au-dessus de lui, Bob Brule, aux commandes de son P-47, remarque un FW-190 esselé qui tente de s'enfuir avec deux Mustangs à ses trousses. Il avait mis cap à l'est, mais il commençait à passer sous mon aile. Donc, j'ai fait un demi-tonneau pour le garder à l'œil, car je ne voulais pas qu'il monte pour me tirer dessus. Il a dû me voir, et il est monté pour m'affronter face à face. Le Mustang saisit l'occasion pour tirer de loin. J'ai toujours pensé que je méritais d'être associé à cette victoire. À l'ouest, Bob Brule repère une accalmie dans le combat qui a eu lieu à l'aplomb d'Y-29. Il approche rapidement et se pose avant que les hostilités reprennent. J'ai atterri et j'ai roulé jusqu'au bout de la piste. Là, j'ai vu deux ME-109 approcher pour mitrailler l'aérodrome. Je me suis dit, mince, je suis là avec mon moteur qui tourne. J'ai coupé le contact et j'ai sauté de l'avion. Les deux Messerschmitt rasent la piste, moteur hurlant. Un P-51 est à moins de 300 mètres derrière. Bien sûr, les servants de la DCA ont ouvert le feu, mais ils n'ont pas visé correctement. Les avions arrivaient à vitesse maximale, entre 560 et 600 km/h. Les servants ont touché le P-51 et on a tous hurlé « Non, ça n'est pas le bon !» On avait vu qu'il avait été touché, mais il a fait un virage, il a sorti son train d'atterrissage et il s'est posé. Le malheureux pilote de ce Mustang s'appelle Dean Huston. Il dirige son P-51 endommagé à l'extérieur de la piste métallique et s'arrête. Pour lui, c'est une façon rageante de finir la journée. Au même moment, son chef de patrouille, Sanford Motes, survole la portion sud-ouest de l'aérodrome.
Il a fait plusieurs passes frontales face à un Focke-Wulf 190. Soudain, l'Allemand tente de rentrer à sa base. L'Américain fait faire un virage brusque à son Mustang pour se lancer derrière le FW 190. Il tire plusieurs rafales, éraflant l'avion ennemi d'un bout à l'autre de ses ailes. Mais le robuste appareil allemand encaisse sans broncher. Suite à une nouvelle rafale, le réservoir largable du FW 190 prend feu. C'est alors qu'une explosion secoue le Mustang. Un tir de DCA m'a touché entre l'hélice et l'emplanture de l'aile droite. Il y a eu un grand bruit et un gros éclair qui m'ont surpris, bien sûr, et je me suis décalé d'un côté pour voir dans quel état j'étais. Chose incroyable, son Mustang semble indemne. Sanford Motes se relance donc aux trousses de son adversaire et tire une nouvelle rafale d'une précision mortelle. Je l'ai attaqué en arrivant par au-dessus, car mes canons étaient orientés vers le bas. La rafale l'a touché sur le côté droit du poste de pilotage. Au bout de quelques impacts, il s'est retourné et il est tombé. Sanford Motes fait alors demi-tour pour retourner à Y29. Au-dessus de l'aérodrome, Alden Rigby tourne en cercle avant de choisir une cible. N'ayant plus beaucoup de munitions, il doit la choisir judicieusement. À ce moment-là, je ne sais pas s'il me reste la moindre munition. Mais je vois 2 P-51 derrière un ME-109. Et cet Allemand est doué. Alden Rigby pique à plusieurs reprises devant le talentueux pilote ennemi qui n'en a que faire. Il se détourne et plonge pour prendre de la vitesse R avant qu'Alden Rigby puisse se mettre en position de tir. Les deux autres Mustangs se mettent à tourner en cercle en essayant d'attaquer. Mais le ME-109 les tient tous en échec, tirant dès qu'il en a l'occasion. Lors d'une manœuvre, le ME-109 a basculé sur le dos pour effectuer un retournement. Il devait être à 1000 pieds environ. Je le revois encore faire cette manœuvre. La cime des arbres s'est agitée, des tourbillons sont apparus au bout des ailes, et l'avion a repris le combat. L'Allemand tient ses adversaires en respect grâce à son courage et à son talent exceptionnel. Mais les P-51 finissent par l'encercler. Ils doivent impérativement trouver un moyen de l'éliminer. Le combat de grande envergure qui fait rage depuis le début de la matinée au-dessus de la base aérienne américaine avancée s'est transformé en une des batailles les plus incroyables de la guerre. Alden Rigby et deux de ses collègues, pilotes de Mustang, ont engagé le meilleur pilote allemand qu'ils ont eu à affronter. C'est alors que Sanford Motes revient sur les lieux. Il prend part au combat lorsque le ME-109 croise son chemin. Il s'est tourné dans ma direction pour m'attaquer. Mais quand j'ai viré pour me mettre derrière lui, il a redressé, ce qui m'a surpris. Le ME-109 effectue un tonneau barriqué pour se débarrasser du Mustang. La manœuvre a de quoi donner le vertige, mais Sanford Motes s'accroche.
Puis, de manière inattendue, le ME-109 coupe les gaz et part en vrille. À ce moment-là, je me suis dit, voilà la 5e victoire. Pour la bonne raison qu'il ne pouvait absolument pas s'en sortir, vu la faible altitude à laquelle il se trouvait. Sauf qu'il a réussi. Et comme je n'avais plus de munitions, je devais me contenter de regarder. Mais cette manœuvre exceptionnelle s'avère inutile. Un des P-51 tire et il me semble voir quelques balles toucher l'Allemand. Il tourne juste face à moi. Il est là et je suis ici. Je n'ai plus qu'à faire un virage serré à gauche et à pointer avec le nez pour que mes dernières balles transpercent le poste de pilotage. Je suis assez près pour voir le pilote, les éclats, tout. À ce moment-là, je ne vois plus aucun combat. Pour moi, ils sont tous terminés. Les derniers avions allemands battent effectivement en retraite. Sanford Motes, Alden Rigby et les derniers chasseurs encore en l'air rentrent à leur base. J'ai vu un incendie sur la piste. Je n'arrivais pas à croire qu'on avait réussi à préserver aussi bien l'aérodrome. Chose incroyable, un seul P-47 est abattu lors de cette offensive et aucun Mustang. Les Allemands, eux, ont perdu 24 appareils. Seuls 4 pilotes ennemis survivent et sont faits prisonniers. Cette défaite, si disproportionnée sur le plan numérique, symbolise l'échec de l'opération Boden-Platte dans son ensemble. Au-dessus des 17 aérodromes alliés, la Luftwaffe perd environ un tiers des forces engagées ce jour-là. De telles pertes donnent le vertige. Boden-Platte a été un coup plus terrible pour les Allemands que pour les Alliés. Certes, ils ont abattu beaucoup d'avions et de pilotes alliés, mais ces derniers pouvaient se permettre. La Luftwaffe, elle, était à bout. Elle n'avait plus de carburant et plus de pilotes suffisamment formés. Le coup est tel que la Luftwaffe ne s'en remettra jamais. Le combat à l'aplomb d'Y-29 a été l'épicentre de cette défaite historique. Je pense que personne n'aurait pu rééditer ce combat. Avoir tellement d'avions et ne pas perdre un seul homme. C'est incroyable. Incroyable. Tous les mécaniciens, tous les gars de l'ordinaire, tous ceux qui s'occupaient de nous, tous les types de la police militaire qui gardaient la base, ont été témoins pour la première fois d'un combat aérien qui se déroulait juste au-dessus d'un aérodrome, sous leurs yeux. Ils ont profité de toute l'action, de tout le fracas et de toute la fièvre du combat. À Y-29, les Américains ont dominé l'ennemi. Passés à la postérité, leurs exploits ont précipité la chute de la Luftwaffe.